Bon, du coup, merci de vous être déplacés pour cette organisation de petit-déj Valoxy. Donc voilà, on a choisi d'organiser cette petite réunion aujourd'hui sur le thème de l'évaluation de l'exploitation agricole pour une transmission réussie. On sait qu'aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité pour beaucoup d'agriculteurs. Et le sujet de l'évaluation est vraiment déterminant dans la réussite de votre transmission, que ce soit alors pour le repreneur, mais comme le cédant. Donc on va commencer vraiment par la partie évaluation. Donc aujourd'hui, je pense qu'il manque des diapos. Bon, je vais mettre tout de suite, voilà. Donc, les principaux critères d'évaluation de l'exploitation agricole, on regarde en fait trois valeurs essentiellement. On va y revenir plus en détail après, mais on a dans un premier temps la valeur économique, c'est-à-dire que on regarde est-ce que l'exploitation agricole est rentable aujourd'hui, est-ce qu'elle le sera aussi dans le futur, d'où l'importance aussi de réaliser un prévisionnel. Alors ça, c'est souvent fait du coup du côté du repreneur, qui va certainement vouloir faire évoluer l'exploitation. L'exploitation, aujourd'hui, elle a un modèle économique, mais il se peut que demain, le repreneur veuille investir, développer une culture, changer un mode de façon culturelle, etc. Ce qui peut faire évoluer le prévisionnel et donc les résultats. Et l'intérêt de regarder la valeur économique, c'est surtout de voir pour le repreneur s'il va être capable de rembourser son entreprise, son exploitation sur les années suivantes. Hop, je vais retirer ça. Tac. Donc, de façon très, très simplifiée, on pourrait déterminer la valeur économique en prenant le BE moyen, alors futur et passé finalement, moins les prélèvements privés et moins les annuités. Et ça, on le multiplie par une durée de remboursement prévisionnel. Alors traditionnellement, on prend 7 ans. Ça, c'est les durées qui sont conseillées par les banques, même si on sait qu'en agricole, on peut aller jusque 12 ans, voire même parfois davantage. Alors on y reviendra après, mais ça c'est parce qu'en fait on a des écarts entre les valeurs économiques et les valeurs patrimoniales qui font qu'on augmente les durées de remboursement. Mais bon, ça donne déjà une première valeur en fait. Donc sur 7 ans, ça nous donne la capacité finalement de remboursement total de l'entreprise, tout en sachant que c'est bien une capacité de remboursement qui doit tenir compte aussi des intérêts. Et donc forcément, plus les taux d'intérêt sont élevés, plus on baisse la valeur de l'exploitation pour le cédant. Donc il faut tenir compte des charges financières qui vont être liées à l'emprunt à rembourser. Et donc si par exemple sur 7 ans, vous arrivez à une évaluation de 1 million, c'est pas que l'exploitation elle vaut 1 million. C'est que le repreneur il est capable de rembourser 1 million sur 7 ans. Et donc il faut venir déduire de ça le montant prévisionnel des frais financiers selon les taux d'intérêt d'emprunt qui sont pratiqués. La deuxième valeur qu'on regarde, c'est la valeur patrimoniale. Alors celle-ci, c'est celle à laquelle on pense immédiatement. La valeur patrimoniale, c'est l'évaluation tout simplement de ce que l'exploitation possède. Alors il y a ce qui est matériel, ce qui est palpable, je veux dire, donc matériel, bâtiment, éventuellement des terres, du cheptel, etc. Et il y a aussi tout ce qui est un peu immatériel. Donc immatériel, il y a les DPB, les valeurs de fonds agricoles, ce qu'on appelle l'amélioration de fonds, mais en fait c'est quelque part le pas de porte, même si c'est interdit. Et puis aussi parfois la valeur du chef d'entreprise. En fait, d'une exploitation agricole à l'autre, deux exploitations agricoles identiques, vous mettez un gérant différent, on va avoir des résultats complètement différents. Et donc ça, il faut vraiment en tenir compte parce que quand l'exploitant connaît bien ses terres, connaît son exploitation, il peut avoir de très bons résultats parce qu'il maîtrise parfaitement l'outil de travail. Vous allez mettre dedans un repreneur qui ne connaît pas forcément l'exploitation, mais il ne va pas obtenir les mêmes résultats. C'est-à-dire que quelque part, pour lui, il va reprendre quelque chose qui vaut une certaine somme au départ, mais qui peut vite déprécier si c'est pas géré comme c'était fait auparavant. Et la troisième valeur, c'est la valeur de marché. En fait, une vente ne se fait que quand on est d'accord sur le prix entre le cédant et le repreneur. Et donc, on a parfois des exploitations qui ont des valeurs patrimoniales. Je vous donne un exemple, on est à 500 000 €, une valeur économique plutôt à 400 000 €, sauf qu'en réalité, vous le mettez sur le marché à 800 000 et ça part. Voilà. Donc il faut aussi en tenir compte. Alors cette valeur de marché, elle a souvent plutôt un intérêt... Bonjour. Elle a plutôt un intérêt
Généralement pour le cédant, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les exploitations agricoles se cèdent cher. On entend parfois, ça s'est cédé 10, 15 000, 20 000 euros de l'hectare. Bon, ça c'est des valeurs, on les entend, il faut toujours les remettre en perspective parce que finalement on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Alors la difficulté avec les valeurs de marché, forcément on va analyser ce qui se passe un petit peu dans le secteur, ce qu'on entend, les voisins, à combien il a cédé, etc. Sauf que en réalité, c'est très très difficile d'obtenir le prix réel. Et quand on vous annonce un montant, alors on parle souvent à l'hectare, mais finalement on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière. Et donc nous, on invite quand même à être super vigilant par rapport à ces valeurs qu'on peut entendre dans les campagnes. Donc on va rentrer un petit peu dans le détail. Hop. Alors, sur ce que j'appelais la valeur de rentabilité, en fait, la méthode qui est utilisée, c'est la méthode des flux de trésorerie actualisés. Donc, le principe, c'est d'établir un prévisionnel qui va être le plus juste possible, avec toutes les difficultés que ça comporte, puisqu'en agricole, on est très dépendant du climat, donc on ne sait pas forcément, on ne peut pas dire à l'avance les rendements qui vont être obtenus. On a aussi de plus en plus de variabilité sur les prix de vente et les prix d'achat des intrants. Donc il faut essayer d'être le plus juste possible. Alors en prenant généralement on regarde les moyennes des 5 dernières années, et puis tout en ayant à l'esprit ce qui se passe au niveau mondial au moment où on fait le prévisionnel, quoi. Enfin, il y a parfois, on a eu là par exemple une grosse augmentation des engrais. Ça c'est le genre de choses où on doit être capable d'en tenir compte dans le prévisionnel. Idem pour les prix de vente. Quand on a des variations de prix de vente, etc. Il faut être hyper vigilant sur les valeurs qu'on va mettre. Mais par contre, on ne peut pas prévoir les rendements, on ne peut pas prévoir le climat. Donc, le prévisionnel, ça reste un prévisionnel, et on sait qu'en fait, en pratique, on peut avoir de grands écarts entre les prévisions et puis finalement le réaliser, quoi. Il suffit qu'il y ait une mauvaise année en termes de climat et tout de suite, ça trompe le prévisionnel. Par contre, on insiste quand même, parce que parfois il y a alors notamment des jeunes qui s'installent, qui disent non, mais nous on va tout laisser pareil, pendant 5 ans on ne va pas investir, etc. Ça c'est faux. Enfin, il n'y a aucune exploitation qui pendant 5 ans n'investit pas, ça n'existe pas. Donc, et ça pour le coup c'est quelque chose qu'on peut prévoir, même si les prix de vente de matériel ils peuvent augmenter, etc. Mais malgré tout on peut le prévoir, et ça doit être inclus dans le prévisionnel parce que ça va forcément influer sur la capacité à générer du revenu derrière. Il y aura des annuités supplémentaires à rembourser, il y aura peut-être des reventes, des plus-values, un impact fiscal, parce qu'un jeune qui s'installe, il n'est pas en situation d'exonération de plus-value, ou pas toujours en tout cas. Donc on doit vraiment tenir compte des investissements qui sont prévus. Alors, sur la production, en fait, pour résumer, sur la production, on a toujours une belle marge d'incertitude. Par contre, sur les investissements prévus, les jeunes doivent impérativement les prévoir et essayer de s'y tenir au maximum. Donc, une fois qu'on a ce prévisionnel, en fait, on regarde la capacité de l'entreprise finalement à dégager du revenu. Et puis, alors pourquoi on l'appelle méthode des flux de trésorerie actualisés ? C'est parce qu'on va l'actualiser en fonction de taux qui sont déterminés. Mais en fait, on sait que 1 euro aujourd'hui en 2024, c'est pas le même euro qu'en 2026 ou qu'en 2028. Donc, on actualise quelque part les valeurs par rapport à ça. Et donc, comme je disais, spécificité agricole, c'est que on est soumis aux aléas, on a les fluctuations de prix de matières premières, donc on peut avoir un peu de difficulté à vraiment être précis dans l'évaluation des flux de trésorerie. Et puis on a aussi quand même généralement une grande part de l'EBE qui est issue directement finalement des subventions. Donc on regarde toujours quand même la quote-part de subventions dans l'EBE pour voir est-ce qu'il n'y a pas une dépendance trop importante vis-à-vis de ces subventions, quoi. Il faut aussi être vigilant sur les cycles de production longs. Alors notamment tout ce qui est arboriculture, où en fait on a un investissement de départ qui est très très conséquent, et un retour sur investissement qui se fait pas avant quelques années. Alors les coûts de production, on en a parlé. Alors deuxième valeur, méthode plutôt, celle que on utilise énormément en agricole, c'est la méthode patrimoniale. Donc le principe, comme je disais tout à l'heure, c'est d'évaluer tout ce que l'exploitation possède, à la fois ses bâtiments, machines, matériel, cheptel, les stocks,
et aussi le foncier s'il y en a. Et puis, on déduit de ça les éventuelles dettes pour obtenir une valeur nette. Donc, ces valeurs-là, on encourage quand même fortement à les obtenir d'un expert agricole. En fait, ce sont les seules habilités aujourd'hui pour pouvoir donner la valeur, notamment sur le foncier, les bâtiments, etc. Ils ont une vraie habilitation, une vraie expertise. Et donc, on encourage les exploitants agricoles à aller voir l'expert foncier pour pouvoir déterminer les valeurs. On a quand même quelques spécificités. Alors c'est vrai qu'on regarde facilement ce que l'exploitation possède, ça c'est très facile, mais on peut oublier ce qu'on appelle l'immatériel, comme je disais tout à l'heure, les DPB, l'amélioration de fonds, la valeur du travail de l'exploitant, etc., etc. Et donc, par contre, tout ce capital quelque part immatériel, l'expert foncier va pas forcément y penser. Donc voilà, il faut en fait, quand vous faites faire l'évaluation, à leur en parler, quoi. Alors sur les spécificités de cette méthode-là, il y a déjà le foncier, la valeur du foncier, parce qu'on a des terres agricoles qui, dans un secteur, valent, quand on regarde les barèmes, ça va de 3 000 à 20 000. Donc énormément de variabilité, d'où l'intérêt aussi de faire appel à l'expert agricole, qui va aller en fait sur les parcelles et qui va regarder vraiment qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'est-ce que ça vaut. C'est généralement une part importante de la valeur. Alors je parle du foncier des terres, mais c'est aussi la valeur des baux. En fait, une exploitation, quand on est dans le cadre d'une transmission familiale avec des baux qui vont être transmis, entre guillemets, un peu plus facilement qu'une reprise hors cadre familial, ça a quelque part un peu plus de valeur qu'une exploitation sur laquelle on risque de perdre les baux quand on transmet. Par contre, alors même si on a des barèmes, c'est quelque chose qui peut être difficile à estimer. Sur une même parcelle, on peut avoir une variabilité. Pour le peu que ce soit en pente, sur un plateau ou autre, on peut avoir un peu de difficulté à déterminer la valeur. Nous, on insiste, expert agricole, c'est indispensable pour ça. Ensuite, les bâtiments. Ouais, il y a des listes. Oui, il y a des listes en fait d'experts agricoles qui sont habilités. C'est une profession réglementée de mémoire. Et donc par département, il y a des listes. Alors après, ils sont plus ou moins facilement joignables. Voilà, mais parce qu'ils ont beaucoup de travail aussi. L'importance de faire appel à eux, c'est surtout pour vous sécuriser sur la valeur. Parce qu'en fait, une fois que l'expert a dit ça vaut tant, c'est tout, ça vaut tant. Par contre, ça vaut tant au jour où il fait l'évaluation. Ça aussi, il faut l'avoir en tête. L'évaluation, elle peut être aujourd'hui à 1 million. Si je prends le cas, par exemple, d'une exploitation laitière, aujourd'hui, elle vaut 1 million. Demain, il y a la tuberculose ou la fièvre catarrhale, ça vaut plus 1 million, quoi. Donc, avoir aussi cette idée-là en tête. Mais oui, on les trouve assez facilement. Généralement, leur intervention, ça dépend de la surface, de tout ce qu'il y a à aller voir, de la taille de l'exploitation finalement. Mais il faut compter entre 2 000 et 4 000 euros à peu près pour avoir une évaluation qui est fiable. Les bâtiments agricoles, alors c'est pareil, il y a une grosse variabilité. Il y a des bâtiments agricoles qui sont très très anciens et qui parfois constituent même un poids dans la reprise parce qu'on ne sait pas trop quoi y mettre. Les matériels passent plus aujourd'hui. C'est des bâtiments, parfois on peut avoir de la toiture amiante, beaucoup. Donc ça peut avoir une faible valeur de marché, malgré tout ils ont quand même une valeur, donc ils regardent la vétusté et l'usage en fait qu'on peut en faire pour pouvoir déterminer la valeur. Et puis après il y a tout ce qui est cheptel et stock. Et donc là c'est pareil, valeur d'animaux, vous prenez 2 exploitations différentes à 10 km l'une de l'autre qui ont les mêmes races de bovins. Mais qui n'ont pas la même conduite alimentaire, etc., les valeurs d'animaux ne sont pas les mêmes, quoi. Bien qu'on ait beaucoup de critères identiques au départ. Et ça, en fait, si un expert agricole ne va pas sur place pour le voir, on peut pas le savoir. Et nous, on n'est pas habilité à le faire. Et donc ça, pareil, ça peut fluctuer aussi. Alors j'ai mis aussi les stocks parce que il arrive parfois que des exploitants cèdent avec encore des stocks de céréales à vendre. Ça se voit. Et en fait, généralement, du coup, on prend les céréales au cours du jour. Sauf que vous voyez le cours, il bouge tous les jours. Et donc ça peut
ça peut venir pénaliser finalement le repreneur. Donc voilà, la méthode patrimoniale, elle paraît très simple comme ça, et finalement elle l'est pas tant que ça. Il faut vraiment faire attention. Il y a aussi un problème aussi, c'est la cession. On dit c'est bon, et puis la CDO après. Alors ouais, alors ça c'est. Les demandes concurrentes et qu'on c'est ça. On peut même pas céder, quoi. Ah oui, ouais, tout à fait. Ouais. Bah, on va y venir après, mais c'est vrai qu'en fait. Une fois, enfin, comme je disais, une vente, c'est un accord entre un vendeur et un acheteur sur un prix de vente et sur les modalités et ce qu'il y a à vendre. Sauf qu'en agricole, bah vous, effectivement, vous êtes contraint en plus de parfois passer par la SAFER, qui n'est pas toujours très conciliante, et puis de passer par, les demandes, ce qu'on appelle les demandes de cumul, l'autorisation d'exploiter. Et effectivement, on peut être bloqué avec des demandes concurrentes. Alors bien que on voit aussi parfois des demandes de cumul avec des demandes concurrentes, mais en fait, comme la CDOA ne sait pas, se dit les deux peuvent reprendre, ils autorisent les deux. Ça se voit. Enfin, je l'ai déjà vu dans des dossiers. Et donc à ce moment-là, on n'est pas bloqué. Et ce qui est déterminant pour quand même avoir cette autorisation d'exploiter, c'est d'avoir les promesses de baux. Ça, c'est un critère très, très important. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez la promesse de bail du propriétaire, de toute façon, quoi qu'il arrive, la CDOA peut dire non. Si le propriétaire dit de toute façon, je ne donnerai pas à quelqu'un d'autre, c'est quand même lui qui a le dernier mot. Ouais, mais le problème, c'est si c'est sa retraite. Il est bloqué, sauf s'il a fait la DICA. Donc la déclaration d'intention de céder, qui est un document à renvoyer 5 ans avant le départ en retraite et qui permet en fait de dire moi dans 5 ans je prends ma retraite, c'est une information qu'on fait auprès de la chambre. Et si au moment du départ en retraite il y a un problème avec un propriétaire, ça n'empêche pas de percevoir la retraite. C'est quand même une sécurité. Ouais. La DICA, déclaration d'intention de céder l'activité agricole. Ouais. C'est un formulaire. Les gens ne veulent pas le remplir parce qu'ils se disent on donne toutes les infos. On l'entend, je l'entends beaucoup. Je suis d'accord, c'est vrai. Derrière, c'est un peu la porte ouverte à dire il y a cette telle exploitation qui va être cédée, etc. Normalement. Après, voilà, c'est pas toujours. Tout est relatif, ouais. Mais c'est vrai que ce document-là, moi j'ai eu le cas déjà plusieurs fois. Alors j'ai eu le cas où l'exploitant n'a pas voulu le faire, et à ce moment-là, tout bloqué, pas de retraite, obligé de continuer, tribunal paritaire des baux ruraux, etc., etc. Enfin, c'est des procédures qui sont longues, ça peut aller en appel. Et un autre cas où là, par contre, il avait fait la DICA, donc et il y avait un seul propriétaire qui posait problème, donc on a cédé tout le reste au repreneur en disant écoute, voilà, il reste 15 hectares, on est bloqué. Et donc c'est parti au tribunal. Mon client a gagné et donc on a pu transmettre par la suite, mais en attendant, il percevait quand même sa retraite. Et pour autant, alors il avait mis toutes les informations, une belle exploitation en plus, il n'a pas été démarché, quoi. Il n'a pas été appelé par la chambre ou par je ne sais qui parce qu'il savait qu'il cédait. Donc je pense que la confidentialité, elle est quand même respectée. Et ça, c'est important de le faire, et c'est 5 ans avant le départ en retraite. Donc on n'y pense pas toujours. Normalement, vous recevez le document automatiquement, mais c'est vrai que c'est une sécurité. C'est sûr qu'on reçoit le document ? Normalement, oui. Alors aujourd'hui, avec la démat, à vérifier. Mais je crois que la MSA transmet. Voilà. Ouais, et puis ils informent. Ouais. La question, c'est quoi l'âge de la retraite ? Alors, ouais, aujourd'hui, c'est vrai que le tout, c'est de le faire au moins 5 ans avant l'âge de départ. C'est-à-dire, si aujourd'hui, vous devez partir à 63 ans, c'est-à-dire qu'à 58 ans, il faut faire la DICA, quoi. Il faut l'envoyer. Mais c'est vrai que comme ça bouge tous les 3-4 ans, 5 ans, ça dépend des gouvernements et des présidents en place, on peut se dire effectivement, demain, imaginons, ils ramènent la retraite à 60 ans. Vous n'avez pas fait votre DICA parce que vous pensiez partir à 65, on se retrouve un peu coincé, effectivement. Ouais. Ouais, donc c'est 5 ans obligatoires, donc si on n'a pas ouais. fait à 4 ans, ça marche pas. Non, 5 ans avant. Ouais. Donc en fait, c'est pas 5 ans pile. Il vaut mieux l'avoir fait il y a 7 ans que... Aussi.
Et il vaut mieux anticiper avec les propriétaires pour ne pas être embêtés. Parce qu'en fait, c'est ce qui est déterminant, et c'est un peu ce qui fait aussi l'immatérialité de la valeur de l'exploitation, c'est les baux. Hein. Tout dépend des baux que vous avez et du foncier. Parce qu'en fait, sans foncier, aujourd'hui, une exploitation agricole, elle ne vaut rien. Alors, sauf, je ne parle pas des cas hors sol, et voilà. Hein. Mais c'est quand même... Ah oui, ouais. Alors, acheter le foncier, bah oui, c'est une vraie sécurité. C'est vrai que la contrainte de l'achat du foncier, c'est que c'est des grosses valeurs avec très très peu de rentabilité. Et donc, tout le monde ne peut pas se le permettre. Et puis, parfois, voilà, on a des propriétaires qui ne sont pas vendeurs aussi. Et aujourd'hui, ce qui se passe un peu, c'est que les propriétaires sont de plus en plus au courant de ce qui se pratique. Et au moment de la cession, ils disent, nous, on veut notre part du gâteau, quoi. Exactement. Bah oui, parce que quand on a un bail en cours... Ouais. Ah oui. Alors, normalement, la promesse vaut bail. Voilà. Après, bon... Il y a toujours des cas particuliers, mais normalement, la promesse engage le propriétaire. Mais bien que, effectivement, il peut y avoir un concurrent derrière qui arrive et qui dit moi, je vous donne tant, et puis voilà. Alors, on essaye d'inciter aussi, mais c'est très difficile à obtenir. On dit au propriétaire écoutez, oui, effectivement, vous voulez votre part du gâteau, vous faites un bail cessible. Et auquel cas, voilà. Alors, le bail cessible, ils ont l'impression d'être coincés avec, mais absolument pas, parce qu'il est cessible, mais le propriétaire peut s'opposer à la cession. La seule condition, s'il s'oppose, c'est que quelque part, il doit redonner au départ ce qu'il a perçu. Alors, voilà, je vous le dis de façon très simplifiée. Hein. Mais ouais, c'est un peu une légalisation du pas de porte. Et alors, à la fois, ça sécurise le repreneur, parce que aujourd'hui, quand on signe un bail de 9 ans sur lequel on met une reprise de 3, 4, 5 000 euros, et qu'au bout de 9 ans, parfois, on se fait reprendre les terres, et que ces 3, 4, 5 000 euros ne sont pas tracés, c'est très compliqué. Enfin, la valeur d'amélioration du fonds, aujourd'hui, un expert agricole, quand il passe, il va vous mettre en moyenne entre 1 000 et 2 000 euros de l'hectare. Donc, on est très, très loin de ce qui se pratique. Ouais. Le bail cessible permet vraiment de légaliser quelque part cette partie-là. Ouais, oui. Ouais, c'est ça. Bon, bien qu'ils sont assez souples, mais voilà, c'est... Il y a eu beaucoup d'abus, ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que le bail cessible est un moyen, en tout cas, de rendre légal ce qu'on pourrait donner comme indemnité au propriétaire, et surtout de sécuriser le retour de cette indemnité dans le cas où le bail pourrait pas être cédé finalement. Et si l'exploitant... Alors, l'inconvénient quand même pour le propriétaire, c'est que ça constitue un revenu foncier. Donc, quand vous donnez 4, 5, 6 000 euros par hectare pour le bail cessible et que ça rentre dans son imposition, voilà, revenu foncier avec la CSG, 17,2%, plus la tranche marginale d'imposition. Voilà, ça peut parfois... Ouais, c'est ça. Ouais. Oui. En fait, c'est le gros inconvénient et ça fait partie des... Alors, ouais, mais là, je parle du cas où le propriétaire n'est pas exploitant, en fait. Si le propriétaire, voilà, l'exploitant, il y en a quand même quelques-uns. En fait, souvent le propriétaire, il n'est pas d'accord pour céder, ou pour transmettre le bail ou signer un nouveau bail, parce qu'il se dit, moi, au passage, j'ai rien, quoi. Touche 10 000 euros de l'hectare, donc voilà. Donc c'est ça, le fond du problème. Donc pour ces gens-là, le bail cessible, ça peut être une solution. Pour les exploitants qui sont propriétaires, là, effectivement, on conseille le fonds agricole, qui reste assez peu pratiqué pour l'instant, mais alors que j'ai déjà utilisé quand même dans quelques sessions, et qui est hyper intéressant là pour tous les fonds agricoles créés et cédés jusqu'au 31 décembre 2025, parce qu'en fait, un fonds agricole, c'est constitué de l'actif, la valeur patrimoniale comme on l'a vu, et d'une valeur résiduelle qui, quelque part, constitue finalement le pas de porte, le fameux pas de porte qu'on essaie de légaliser au maximum. Pour toutes les sessions de fonds agricoles qui ont lieu jusqu'au 31 décembre 2025, le repreneur a la possibilité d'amortir la valeur résiduelle de ce fonds sur 10 ans. C'est-à-dire qu'on amortit quelque chose qui n'existe pas. C'est beau sur le papier. Ça permet de sécuriser sur les banques, effectivement.
La seule, quand même, le petit bémol, c'est attention au risque fiscal, parce qu'il n'y a pas de jurisprudence aujourd'hui. On n'a pas eu de cas encore de retour sur l'amortissement qui pourrait être considéré quelque part comme abusif de ce fonds agricole. Et on a un petit peu peur d'un retour de bâton quand même. Alors, oui, après l'administration a quand même admis effectivement qu'on puisse amortir le fonds. Ah ouais, alors je suis totalement d'accord. L'administration dans ses commentaires, en fait, c'est à la base une mesure qui était sur les fonds de commerce. Et en fait, la question s'est posée, est-ce qu'on fait la même chose sur les fonds libéraux et les fonds agricoles? Et l'administration a dit clairement, en fait, oui, les fonds agricoles et les fonds libéraux, on les traite de la même manière que le fonds de commerce. Ouais, c'est ça. Et après, effectivement... Ouais, pour l'instant, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de contrôle fiscal avec remise en cause. Et donc, le risque... Enfin, vous voyez, quand il y a déjà eu un contrôle fiscal avec une remise en cause ou pas, d'ailleurs, bon, on sait où on va. Là, on ne sait pas. Et donc, ça veut dire que, bah, voilà, il existe un petit risque là-dessus. Bon, moi, la politique, alors tout dépend aussi de la valeur du fonds et de l'impact sur le résultat que ça peut avoir, parce que parfois, en fait, on l'amortit. En fait, on se rend compte que bah, ça sort des résultats vraiment déficitaires. Et c'est pas intéressant d'un point de vue financier, économique, d'aller présenter ce type de résultats, bah, par exemple, aux partenaires financiers à la banque. Donc, on le mesure quand même, mais la pratique, c'est quand même de l'amortir, tout en expliquant aux exploitants que bah, il existe un risque, qu'il faut le prendre de façon toute mesurée, et puis bah, si c'est retoqué, mais ça a été tenté, quoi. Et c'est pas perdu. Plutôt que, voilà, il y a certains cabinets comptables qui refusent catégoriquement d'amortir en disant non, c'est trop risqué. Voilà, moi je pense qu'il faut pas refuser de l'amortir, c'est admis, c'est dans les textes. Il faut le faire en se disant bah, oui, peut-être qu'il y a un risque, mais si ça passe, et ben c'est toujours ça qui est gagné, quoi. Et mal aussi pour les risques. Alors non, c'est toujours le client qui prend le risque. Nous, on applique les textes, on informe qu'à ce jour, il n'existe pas de jurisprudence, qu'on n'a pas eu de... Enfin, il n'y a pas eu de cas d'école, en fait, c'est ça. Hein. Il n'y a pas de cas zéro. Et donc, il se peut qu'un jour, il y ait remis... Alors, je dis un jour, mais voilà, l'administration fiscale ne peut pas remonter des années en arrière. Hein. Mais il se peut qu'il y ait un retoquage. Mais s'il y a retoquage, bah, c'est pas grave, parce qu'en fait, on l'aura tenté, donc au pire, on revient. Et on est dans une situation de bonne foi. C'est ça aussi. Hein. On n'est pas dans une situation où on contourne le texte. C'est une situation de bonne foi, il y a un texte qui existe. On l'applique. Après, si finalement il y a remise en cause, bon bah voilà. Mais quoi qu'il arrive, s'il y avait remise en cause, bah, au pire, on revient à la situation de départ. Bon, c'est tout. Hein. C'est pas... Il n'y a rien de dramatique. On n'est pas dans de la fraude, en fait. Alors j'ai mis aussi voilà, les méthodes comparatives, hein, on en parlait, avec se baser sur des transactions qui sont comparables, le voisin, combien il a cédé, est-ce que son exploitation était à peu près la même que la mienne, est-ce qu'il y avait la même surface, est-ce que les terres étaient identiques. Mais bon, tout ça c'est très compliqué parce que chaque exploitation est un cas particulier, hein, avec le matériel peut être très différent d'une marque à l'autre, l'entretien aussi, hein, un tracteur qui a 5000 heures dans une exploitation va pas avoir la même valeur que le même tracteur qui a 5000 heures dans une autre exploitation, parce que les terres sont peut-être pas les mêmes, parce qu'il n'a pas été entretenu de la même manière. Donc, la méthode comparative, et c'est pour ça que je vous disais au départ, le voisin, il a cédé 10 000 €, je peux au moins céder pareil. Non. Parce qu'en fait, chaque exploitation est un cas particulier et on ne peut pas avoir la même valeur partout. Même si ça reste intéressant quand même de le regarder, c'est la valeur de marché, c'est aussi la valeur que le repreneur est capable psychologiquement de mettre pour reprendre l'exploitation. Et donc, on se dit, parfois, il n'y a pas de voisins qui ont cédé. Donc là, c'est compliqué de trouver quelque chose qui est comparable. Et puis, toujours attention au potentiel agronomique des sols et attention à la situation des baux ruraux et à qui est propriétaire et comment vont se transmettre les baux. L'indu, le fameux indu, ouais. D'où l'incitation forte à sécuriser avec la cession d'un fonds agricole ou cession de parts sociales, qui peut être moins intéressante, mais voilà, le fonds agricole vous sécurise quand même vachement sur le risque de l'indu. Et puis, alors on en parle peu, mais les facteurs environnementaux qui prennent quand même de plus en plus de place, qui sont de plus en plus prépondérants. On l'a vu avec les dernières sécheresses notamment, où en fait, les exploitations qui étaient irriguées s'en sont bien sorties. Enfin, je pense à des cultures comme le lin, par exemple. Le lin 2023
Il y avait une énorme sécheresse et donc tous les exploitants qui n'avaient pas l'irrigation, mais ils ont sorti des lins à 50-60 cm avec une qualité vraiment très très mauvaise et donc eux ils vont être payés 2 000-3 000 euros de l'hectare. À l'inverse, ceux qui ont irrigué, qui avaient investi dans ça et qui avaient aussi la possibilité de le faire, du coup, ont sorti des lins magnifiques. Le meilleur de mes clients a eu quand même 15 000 euros de l'hectare. Vous voyez, on multiplie le potentiel agronomique de façon exponentielle. Et aujourd'hui, tous ces facteurs environnementaux, l'accès à l'eau, etc., c'est hyper important dans la valeur d'une exploitation. Alors, c'est des choses, on n'en tenait pas forcément compte avant, quoi. Et nous, les contraintes écologiques sur la métropole de Lille, avec Ouais, exactement. Bah oui. Quand on est en zone périurbaine ou quand on est en zone effectivement avec beaucoup de cours d'eau et des contraintes fortes sur les nitrates, l'utilisation des produits phytosanitaires, les zones de non-traitement, etc. Ouais. Tout ça a un impact énorme sur derrière, d'une part, la rentabilité et d'autre part, les contraintes, en fait. C'est un motif de baisse de prix, ouais, effectivement, ça vient diminuer la valeur de l'exploitation. Ouais, tout à fait. On n'en voit pas beaucoup, on est baisse de Alors, pas... Parce que là, on est dans les volumes, mais sinon, on peut Ouais, en fait, tout dépend. Il y a des secteurs plus ou moins recherchés. Moi, j'ai quand même des exploitants du Nord ou du Pas-de-Calais qui sont capables de descendre jusque dans l'Oise ou dans l'Aisne pour aller chercher des terres. Donc, on a en fait encore quand même une demande. Mais effectivement, aujourd'hui, un repreneur, quand il y a trop de contraintes, il va se dire non, moi, je me retire, quoi. Ouais, ils vont pas, voilà. Parce que, oui. En fait, le risque est beaucoup plus mesuré qu'avant. C'est vrai qu'avant, on reprenait une exploitation agricole. Alors, je dis pas que c'était pas cher, mais c'était déjà cher. Mais on avait quand même une certaine garantie des prix. Il y avait pas de variabilité des cours. On parlait pas trop quand même d'environnement, etc. Enfin voilà, il y avait moins de contraintes. Et donc, les gens y allaient en se posant moins de questions. Voilà, il gagnait sa vie. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais. Bah oui. Ça devient un métier compliqué. Ah oui, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. En agricole, ouais. Ah oui. Oui, non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des contraintes fortes. Et il y a des gens... vous prenez un agriculteur qui a toujours fait pareil, qui a appris à faire comme ses parents. Voilà, ouais. C'est ça. Bah ouais, exactement. Et en fait, c'est... ceux qui n'ont pas évolué tout court, Ouais. On pouvait toujours, on avait une variable d'ajustement en étant meilleur. Ouais. Si on regarde en betterave et compagnie, en là, on parlait tout à l'heure de la Chine, si la Chine était faux bon, je ne vais pas être pessimiste, parce que sinon on ne fait plus rien, mais... Oui, non, mais il y a... Les planètes s'alignent mal. Ah oui, ça peut faire très mal, ouais. Ça peut faire très mal, mais... Voilà, moi je reste persuadée que le secteur agricole, c'est un secteur primaire, c'est l'alimentation en fait. Alors ça c'est un... Là, le Mercosur, bon... Non, ouais, là pour le coup, c'est vrai que c'est pas du tout... Ça, c'est catastrophique pour de nombreux agriculteurs, hein, c'est clair. C'est clair. Ça peut plus vendre. Nous, on nous dit... Ouais. On fait rentrer sur le marché, ouais. Ouais. Oui, non, mais tout à fait. Oui, ça c'est pas certain. Ouais. C'est toujours pareil. Mais ça a resté. Quand on regarde par le passé, l'historique, c'est toujours un secteur qui a quand même été protégé, plus que d'autres secteurs, hein, pour le coup. Donc,
Exactement, c'est une volonté politique, mais en fait, ils savent que demain, il n'y a plus d'agriculteurs, voilà, c'est quand même un gros poids dans l'économie, c'est essentiel. Il faut quand même pouvoir manger, hein, même si on dit que les autres pays, voilà. Alors après, oui, il y a aussi voilà, des agricultures moins... c'est vrai que si on prend l'exemple du lin, voilà, le lin, c'est pas essentiel pour la vie, quoi, je veux dire. Non, je veux dire, soit c'est productiviste, une agriculture pour l'exportation, soit avec une production de masse. Ce qui était fait de nombreuses années, ouais. 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 Ah oui, oui, oui. Après, quand on regarde un petit peu ce qui se passe, on est aussi persuadé que l'agriculture... aujourd'hui, il n'y aura plus un modèle. C'est vrai qu'on était sur un modèle productiviste, hein, le modèle après-guerre, quelque part. Là, on tend quand même sur des... Il y aura différents modèles. Il y aura toujours du productiviste, ça, voilà. Les locaux qui vendent en direct, les bio, les raisonnés, les... Voilà. Ouais, mais c'est comme tout, c'est cyclique. C'est cyclique. Parce que les gens, les consommateurs sont bien gentils, mais... Ah oui, mais... Exact. Bah oui, oui, il faut pas se leurrer, ouais. Ah oui, non, mais ouais, ça n'a pas d'impact. Ouais, tout à fait. C'est in fine, de toute façon, c'est toujours le raisonnement économique qui finit par primer. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais donc, voilà, tout ça pour en revenir au sujet, sur les difficultés qu'on peut avoir à évaluer une exploitation agricole, c'est que déjà on a une grande variabilité des prix de vente, des prix d'achat, hein, qui influent directement sur la rentabilité. Si on regarde sur les 3 dernières années, moi j'ai des exploitations où le BE varie du simple au double quand même. Quand on fait une... on se dit, je prends lequel en fait. On raisonne en moyenne, mais est-ce qu'on se trompe pas? Est-ce que si on raisonne sur 200 000 euros de BE et qu'en fait il fait 3 années à 100 000, est-ce que ça passe toujours? Voilà, il faut quand même être super attentif à ça. Il y a aussi la valeur affective. Parfois le cédant, il a l'impression que son exploitation, elle vaut 2-3 millions d'euros. Hein. Et en fait, quand on regarde en rentabilité, on dit non, ça va être compliqué, ça passe pas. Moi, ça arrivait plusieurs fois où j'avais des clients qui me disaient j'ai une proposition là, le voisin ou plus loin, il cède 150 hectares, 3 millions d'euros. Et donc on regarde un peu dans le détail, je dis non, ça passe pas. Vous pouvez le faire en fait, mais ça passera pas. Vous allez pas gagner votre vie. Vous allez pouvoir le faire parce que vous avez une exploitation existante, et ça c'est parce qu'en fait le cédant, lui, il est persuadé que ça vaut extrêmement cher. Il y a aussi une dimension familiale. Hein. On est beaucoup quand même sur de la transmission de patrimoine familial. On est encore sur des histoires familiales avec du foncier, etc. Il y a certaines régions où les terres agricoles sont très variables, donc on peut avoir un peu de difficulté à évaluer. Comme on disait, il faut prendre en compte aussi les subventions, les aides spécifiques. Mettre des valeurs aussi pour les contrats de production, est-ce qu'ils sont cessibles sur le lin, les betteraves, pommes de terre, le lait, parfois des baux. Et puis en général, tout ce qui concerne un peu l'immatériel, la capacité à travailler, la capacité à faire et la connaissance de l'exploitant agricole en place et sa capacité à le transmettre au repreneur, qui est quand même importante et parfois un peu oubliée dans tous ces calculs. Donc j'ai mis un petit exemple, juste pour que vous compreniez le principe, sur une exploitation, une petite exploitation laitière. Voilà, quand on fait réévaluer les actifs, alors actifs hors ce qu'on appelle créances et disponibilités ici, parce que les créances on suppose qu'elles vont rentrer, et puis les disponibilités c'est ce qu'il y a en banque, mais tel quel c'est pas forcément compris dans l'évaluation. Si jamais c'était une cession de part sociale, on viendrait rajouter quelque part ces disponibilités. Là, on ferait par exemple une réévaluation par un expert foncier. Les actifs hors créances disponibilité vaudraient 400 000 euros. Pour autant, elles valent 303 000 en valeur comptable. Et donc, si on prend les actifs réévalués moins les dettes long-moyen terme qui sont ici, en fait, on a une valeur d'exploitation à 350 000 euros. C'est une exploitation laitière en individuel, comme je disais, avec un EBE moyen de 45 000 euros. Quelqu'un qui est tout seul, qui a peu d'endettement, une exploitation quelqu'un qui est en fin de carrière, en fait, qui a plus forcément fait d'investissement. Donc, on a des annuités à 10 000 euros par an. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde l'évaluation par la capacité de remboursement, le BE 45 000, moins les annuités 10 000, moins des prélèvements privés, on va aller à peu près 2 000 euros par mois. C'est, à mon sens, le minimum pour récompenser le travail qui est fait et le valoriser correctement. Il reste que 11 000 euros. 11 000 euros pour rembourser une valeur de reprise.
sur 7 ans, c'est 77 000 € de valeur de remboursement. C'est rien. Hein. Et puis, sur 12 ans, si on pousse un peu, 132 000. Vous voyez, on est très loin, entre la valeur patrimoniale qui est là et la valeur de rentabilité, on fait x3, quoi. Et c'est là où on se dit, où est-ce qu'on place le curseur ? Vous êtes sur une valeur qui est assez faible. Ah oui, non mais voilà, j'ai pris un cas très très simple, très très basique, avec des valeurs, mais juste pour montrer que le gap, il peut être énorme en fait. Ah ouais. Alors, je pourrais vous en montrer, hein, mais y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Et donc voilà, l'idée c'était de vous montrer qu'en fait sur une évaluation a priori simple, hein, c'est une exploitation laitière, il n'y a rien de très compliqué, pas beaucoup de terre, voilà. En fait on va du simple au double, et donc forcément le cédant il dit moi je veux ça, hein, ça vaut ça. Le jeune il peut pas, en fait. Ouais, mais il peut pas. Parce qu'en fait, s'il reprend à ça, c'est-à-dire que le seul moyen pour qu'il arrive à reprendre ça, c'est d'améliorer ici. Mais comment il fait pour améliorer ici ? Il doit réinvestir. Parce que généralement, l'outil de production, vous voyez, hein, on le voit, hein, les dettes long moyen terme, ça c'est quand il y en a très peu sur une exploitation, c'est qu'il n'y a plus d'investissement. Donc c'est-à-dire qu'il doit réinvestir, etc. Il faut placer le curseur au bon endroit. Et donc c'est toute la difficulté en fait de regarder les comptes en détail, hein, pour voir est-ce que le BE réel, il est de 45 000, parce qu'il y a une petite marge de manœuvre, d'aller faire un prévisionnel qui va être cohérent, dire aux jeunes, voilà, aujourd'hui la conduite c'est ça, va passer une semaine avec l'exploitant, regarde ce qu'il fait, est-ce que tu vois, ils ont souvent des idées un petit peu différentes, est-ce que tu vois des marges de manœuvre, des capacités d'augmentation, voilà. Et puis, à partir du prévisionnel, est-ce qu'on est capable d'aller chercher plus que les 132 000 à la fin, en fait, l'objectif final pour tout le monde, c'est de trouver le bon compromis pour que le cédant soit content et que le repreneur s'en sorte. C'est les deux objectifs. Sans compter que le jeune soit coincé avec ses 50 000 faire l'étude prévisionnelle d'installation. Ouais, alors s'il s'installe avec les JA, d'où l'importance du prévisionnel avec la prévision des investissements au départ. Ouais. Ah oui, non mais voilà, on peut avoir plein d'idées, effectivement. Et puis, comme je disais, on est soumis aux contraintes climatiques. Voilà. Alors, juste pour faire la transition, donc l'importance de la valeur, elle est aussi déterminante sur l'optimisation fiscale qui doit être faite derrière pour réduire les droits de succession ou les droits de transmission ou les plus-values éventuelles, les impôts sur les plus-values. Dans le cas j'ai beaucoup parlé du hors cadre familial, mais dans le cas d'une transmission familiale, il peut y avoir des donations, hein, avec donation partage, du démembrement de propriété sur des parts sociales, du pacte du trait, Clément va vous en parler. Et l'idée, en fait, c'est de s'y prendre à l'avance et de pas attendre la dernière minute. L'idéal, c'est 2-3 ans, hein, minimum. À la fois pour le jeune, qui lui va prendre connaissance de l'exploitation, quitte à être salarié au départ, etc., et pouvoir se former. Donc, nous, on conseille aussi fortement de faire des formations, en comptabilité, en gestion, de comprendre les chiffres, qu'est-ce que ça veut dire, les impacts derrière la fiscalité, alors, sans rentrer dans le détail, mais qu'ils aient au moins quelques notions, faire des partenariats peut-être avec les JA, etc. Et puis, pour le cédant, de céder dans de bonnes conditions. Parfois, il y a des cédants, en fait, ils n'arrivent pas à arrêter, quoi. Ils ont du mal, ils veulent pas sortir de l'exploitation, etc. Et donc, le fait de le faire progressivement, ça permet, de tout doucement, de lâcher le pas, de faire confiance, et puis de transmettre dans de bonnes conditions. Donc voilà, les points essentiels, on en a parlé, hein, c'est bien regarder la valeur de reprenabilité pour le repreneur et la bonne valeur pour que le cédant puisse aussi vivre derrière, parce qu'on sait aussi que les retraites agricoles sont pas très élevées. L'évaluation, alors au-delà de la valeur qu'on y met, de l'argent perçu par le cédant, c'est aussi sa sécurité derrière, hein. Ça peut être surtout dans le cadre familial, quand on est sur des donations, etc., de pas sous-estimer, de pas léser les autres enfants. Et puis forcément, nous c'est des choses qu'on est capable de faire. On travaille avec les experts agricoles, avec les JA, etc., la chambre d'agriculture, pour accompagner les exploitants sur les reprises, les transmissions, etc. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie ? Non ?
J'ai été trop claire. Bah ouais, vous avez posé au fur et à mesure. Bon, après, on pourra en rediscuter à la fin si vous voulez. Je vais passer la parole à Clément, qui veut. Voilà. Alors, merci beaucoup. Alors, on va passer à la deuxième partie, que je vais essayer de faire synthétique pour vous éviter d'avoir trop mal au crâne à la fin. Qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Donc, j'ai décidé de traiter la transmission, on va dire, sous deux angles, puisqu'on peut avoir, comme disait Elodie, soit une transmission à titre onéreux, soit une transmission à titre gratuit. Transmission à titre onéreux, donc on est plutôt sur de la vente. Transmission à titre gratuit, c'est plutôt la question de la donation ou, malheureusement, lorsque c'est subi, la succession. Ce sont pour l'un comme pour l'autre des choses qui s'anticipent, donc puisqu'il y a des mécanismes fiscaux dont il est possible de bénéficier, qui permettent d'atténuer la charge fiscale finalement de la transmission, mais il faut se préparer d'abord en amont pour pouvoir y aller sereinement, plutôt que du jour au lendemain venir nous dire par exemple « Ah bah j'ai envie de transmettre dans 6 mois, comment je peux payer moins d'impôts ?» Ça sera toujours possible, mais malheureusement, il y a un certain nombre de cas où en fait on va se fermer des hypothèses parce qu'on n'a pas suffisamment anticipé une éventuelle transmission suffisamment en amont. Alors, je parlerai aussi de feu le projet de loi de finances 2025 qui avait prévu un certain nombre de mesures permettant de faciliter la transmission des entreprises agricoles. Alors, avec le potentiel futur nouveau gouvernement qui va arriver incessamment sous peu, il y a des chances que ces mesures soient reprises à l'identique, j'espère, parce qu'elles étaient relativement intéressantes, mais du coup, je vous en toucherai quelques mots. On va commencer par la cession. Alors, la cession, la vente de l'exploitation, ça va générer quelque chose de... que l'on appelle les plus-values, que vous connaissez, je pense. Donc, la plus-value, on est sur, plusieurs aspects. Dans un premier temps, et c'est pour ça que notamment Elodie vous en a notamment assez longuement parlé, il faut déterminer la valeur de ce qu'on vend, puisque en fonction de la valeur de ce qu'on vend, on va déterminer un prix de cession. Alors, j'ai mis prix de cession des titres ou prix de cession des actifs, puisque derrière, soit on vend les titres, si vous vendez la société, soit la structure vend ses actifs, ou en tant qu'entreprise individuelle, vous vendez l'entreprise individuelle. Dans un cas comme dans un autre, la même question va se poser, c'est-à-dire on va vendre pour un certain prix. En face, on aura une valeur d'acquisition. La différence entre les deux, ça fait ce qu'on appelle la plus-value. J'ai pris un exemple donc sur un cas d'une société IS. Alors je vous l'accorde, c'est pas la majorité des exploitations agricoles qui sont en structure à l'IS, mais pour des raisons notamment d'optimisation de la fiscalité des revenus, c'est quelque chose que l'on voit de plus en plus. Des SCEA qui vont opter à l'impôt sur les sociétés, ou alors des exploitations agricoles qui sont sous la forme même de structures de capitaux, c'est-à-dire des SAS ou des SARL. Il y a la possibilité, comme pour une entreprise commerciale ou industrielle, demain vous avez envie de vendre, vous pouvez vendre les titres de la société. Et dans ces cas-là, la plus-value, donc prix de cession moins prix d'acquisition, va être taxée à un taux global de 30%, aujourd'hui, avant toute autre modification par un éventuel, projet de loi de finances. Et dans le cadre de ces cessions, dans la mesure où, en général, la transmission se fait concomitamment avec le départ en retraite, on a notamment un mécanisme d'abattement spécifique de 500 000 € sur la plus-value. C'est-à-dire que si demain, je ne sais pas, vous avez une exploitation agricole qui est dans une société à l'IS, qui est valorisée par exemple 600 000 €, que vous avez mis schématiquement 100 000 € à la base pour créer la société, ça veut dire que votre plus-value, si vous vendez 600 000 moins 100 000, c'est 500 000 €.
Vous êtes censé être taxé sur 30%, ce qui représente 12,8% d'impôt sur le revenu, 17,2% de CSG-CRDS. Vous avez cet abattement de 500 000 € qui va s'appliquer. Donc, 0 € de plus-value imposée à l'impôt sur les revenus. Il ne reste, entre guillemets, que la CSG-CRDS à 17,2%. Donc, on passe d'une taxation de 30% à 17,2%. Ce qui fait quand même un abattement relativement important. On a d'autres types d'abattements, bien entendu. On a des abattements qui vont de 50 à 65% en fonction des durées de détention des titres. Notamment, voilà. On a un abattement renforcé également qui permet d'avoir une taxation encore moins lourde. Donc pour ça, il faut avoir créé une structure avant 2018, avoir acquis les titres ou l'avoir dans les 10 ans de la création, et la structure doit être ce qu'on appelle une PME au sens du droit européen. Alors une PME au sens du droit européen, c'est quoi? C'est une société qui a une activité d'exploitation, qui emploie moins de 250 salariés, qui fait moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui a moins de 43 millions d'euros de total bilan. Ça couvre quand même assez largement toutes les entreprises ou la majorité des entreprises. On n'a que les grosses entreprises, les gros groupes de sociétés qui en général ne respectent pas cette condition. Et donc, en fonction du nombre d'années où vous détenez les titres, vous avez la possibilité d'avoir un abattement qui va jusqu'à 85% du montant de la plus-value. Donc si je reprends ma plus-value tout à l'heure de 500 000 €, je peux faire un abattement de 85% avant le calcul de l'impôt sur les revenus. Donc l'ensemble, ce sont des mécanismes qui permettent de bénéficier d'une fiscalité un peu plus douce, mais encore une fois, c'est quelque chose qui va devoir s'anticiper, puisque, alors, en plus pour cet abattement-là, enfin là, l'abattement pour départ à la retraite, on a aussi un petit point, puisque vous le voyez, en réalité, il est censé s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2024. Il était censé être renouvelé avec la loi de finances, sauf que la loi de finances, ça ne vous a pas échappé, elle n'est pas encore passée. Et donc, on ne sait pas si aujourd'hui, ça va être remis dans la prochaine loi de finances. Est-ce que ça va être fait de manière rétroactive? Donc, aujourd'hui, cet abattement-là, je vous en parle, il est un peu sur la sellette. En principe, il est censé passer. Bon, on est censé le retrouver tel quel en 2025. Ce que je vous expliquais, pareil, la société doit être une PME, elle a une activité notamment agricole, ce qui veut dire que demain, vous faites des montages, par exemple, avec des holdings. Si vous vendez la holding, ce qui n'arrive jamais dans les faits, mais si vous vendez la holding, ça ne marche pas. Par contre, si vous avez votre exploitation dans une société commerciale, à l'impôt sur les sociétés, ou une SCEA à l'impôt sur les sociétés, par exemple, là, ça marche. Alors, sur les autres conditions, il faut que le cédant doit avoir détenu plus de 25% pendant les 5 dernières années. Il faut avoir exercé la profession pendant les 5 dernières années et des fonctions de direction. Il faut céder la totalité des titres. Et également, il faut surtout partir à la retraite. Parce que cet abattement de 500 000 €, il est conditionné à votre départ en retraite. Autrement dit, en général, le texte, il dit vous avez 2 ans avant ou après la cession pour arrêter votre activité. Donc, par exemple, vous avez fait valoir là vos droits à la retraite, vous avez 2 ans pour céder et bénéficier du coup de cet abattement. Ou alors, vous vendez et vous avez 2 ans après la vente pour faire valoir vos droits à la retraite. Et sous ces conditions-là, vous aurez droit à cet abattement de 500 000 €. Une optimisation qui est éventuellement possible, c'est ce que l'on appelle l'opération d'apport-cession. Alors, l'opération d'apport-cession, elle se fait en général lorsque vous avez l'envie, l'opportunité, la volonté de vendre votre exploitation, qui est en société, mais que vous avez d'autres projets à côté.
des projets de réinvestissement. Par exemple, je ne sais pas, vous vendez votre activité, vous avez envie de réinvestir dans quelque chose, une autre activité, hors immobilier, parce que vous avez envie de faire un autre projet, quel qu'il soit. Alors, il peut être commercial, vous pouvez vouloir, ou alors même investir sur certains fonds d'investissement pour continuer à vous faire une rente derrière. Dans ces cas-là, on peut pratiquer ce qu'on appelle un apport-cession. Schématiquement, comment ça marche ? Vous avez votre société dont vous êtes associé. Au lieu de vendre les titres à X ou Y, vous allez apporter ces titres à une nouvelle société qu'on appelle une société holding. Cette société holding va, en contrepartie de votre apport, vous donner ses propres titres. Donc le schéma avant, c'était vous possédez votre société. Le schéma après, c'est vous qui détenez une société qui détient votre société, qui détient l'exploitation. Et derrière, c'est cette société holding qui va vendre les titres de la société qui détient l'exploitation. Est-ce que j'ai perdu tout le monde ou C'est bon ? L'idée, c'est quoi ? C'est qu'on n'a plus de plus-value dans ces cas-là. Pourquoi ? Parce que vous avez apporté à la holding les titres de la société, par exemple, pour 1 million. La holding les revend 2 jours plus tard pour 1 million. Donc, elle les a reçus pour 1 million, elle les vend pour 1 million. Entre les deux, il n'y a pas de plus-value. La holding a 1 million de cash. Par contre, le contre-coup de cette mesure, c'est que la holding doit réinvestir au moins 60% de ce qu'elle a reçu dans les 2 ans de la vente dans une nouvelle activité d'exploitation. Donc, ça peut être acheter une nouvelle société, créer une nouvelle société, ou alors, depuis 2018, il y a la possibilité d'investir dans des fonds. Alors, c'est des fonds dédiés que peuvent proposer les conseillers en gestion de patrimoine ou également les établissements bancaires, souvent sur la partie gestion privée, qui sont en fait des fonds dédiés qui sont éligibles à ce qu'on appelle ce réinvestissement de 60%. Alors, ça peut être des fonds qui investissent sur des PME, ça peut être des fonds qui investissent sur des startups ou encore des fonds qui investissent sur de l'exploitation forestière, notamment. Ce qui permet en fait d'avoir derrière un rendement chaque année. Et donc, vous avez cédé l'entreprise, vous n'avez pas eu de fiscalité à titre perso. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est votre société holding qui a la trésorerie. Le cash, il est logé dans cette société holding. Donc, pour vous, demain, s'il faut ressortir ce cash, bien entendu, ça sera sous forme de dividendes ou de rémunération, et donc ça veut dire qu'il faudra passer par la case impôt. Ou alors vous le réinvestissez à côté dans d'autres projets, parce que les 40% restants de trésorerie ils peuvent être réinvestis dans ce que vous voulez. Si vous voulez réinvestir dans l'immobilier, réinvestir dans autre chose, vous pouvez. Et la holding, elle doit être basée en France. Elle peut être basée en France, dans l'Union européenne ou hors de l'Union européenne, si tant est que ça soit un État qui ait une convention fiscale avec la France. Oui, ça marche. Sauf si la holding est fictive. Par holding fictive, c'est-à-dire vous faites votre société au Luxembourg, mais vous gérez tout de France. Donc il faut au moins quelqu'un qui gère quelque chose au Luxembourg. Mais ça peut se faire, je l'ai déjà fait sur des montages, on peut le faire effectivement en créant une holding dans un autre État. Après, ça pose d'autres questions, puisqu'on va avoir des questions de fiscalité internationale, puisque en fait, entre États, vous avez ce qu'on appelle les fameuses conventions fiscales internationales, qui répartissent en fait le droit d'imposer entre les États. Donc, c'est des traités en fait entre les États qui disent bon bah voilà, tel revenu, c'est toi qui imposes, tel revenu, c'est moi qui impose. Mais ça peut se faire. Après, ça va poser aussi des questions, parce que demain, si vous mettez par exemple une holding au Luxembourg, si vous ressortez les sommes...
Alors le cash est dans la société au Luxembourg. Si vous ressortez les sommes pour vous en direct, c'est sous forme par exemple de distribution de dividendes, sauf que vous restez un résident fiscal français. Donc vous serez taxé en France. Donc il faut déménager au Luxembourg. Est-ce que vous êtes prêt à déménager au Luxembourg? Il y a quelques châteaux. Quelques châteaux et des forêts. La France est plus belle. Oui, ouais, c'est plus grand surtout. Autre particularité, alors je vais essayer de faire simple et synthétique sur ce point-là. Ce que je vous l'ai dit, en majorité, lorsqu'il y a des sociétés agricoles, ce ne sont pas des sociétés à l'impôt sur les sociétés, mais des sociétés à l'impôt sur les revenus. C'est-à-dire que vous exercez dans le cadre d'une SCEA, une EARL ou même un GAEC, et derrière, vous êtes taxé directement sur votre quote-part de bénéfices aux bénéfices agricoles. Ça, c'est ce qu'on appelle une société à l'impôt sur les revenus. Lorsque demain vous vendez vos parts de SCEA ou que vous vendez vos parts de ARL, il y a un mécanisme spécifique de calcul de la plus-value. Je vous ai dit au début, une plus-value, c'est un prix de cession moins un prix d'acquisition. Vous vendez 100, vous avez acquis 10, votre plus-value, c'est 90. Sauf que dans les SCEA, GAEC, EARL, tout au long de l'année, enfin tout au long des années, vous avez payé de l'impôt sur les revenus, sur les bénéfices de la société. Et donc, l'idée, c'est de dire, bon ben voilà, demain, vous vendez 100, vous avez acheté 10, vous avez une plus-value de 90. Sauf que ça fait 15 ans que vous exploitez, et tous les ans, vous avez payé 5, 7, 10, 11, etc. en termes de bénéfices, d'impôt sur les revenus sur ces bénéfices. Donc, pour calculer la plus-value, ce que l'on va faire, c'est qu'on va rajouter à votre prix d'acquisition l'ensemble des bénéfices sur lesquels vous avez déjà été taxé depuis le début de votre exploitation. Donc si ça fait 15 ans que vous exploitez et 15 ans que vous faites des bénéfices, on va réincorporer dans votre prix d'acquisition, donc dans mes 10 de départ, tous les bénéfices sur lesquels vous avez déjà été taxé. Par contre, on va déduire tous les déficits que vous avez éventuellement déduits de votre propre impôt sur les revenus. Ça permet en fait une espèce de neutralisation et de ne pas vous taxer deux fois sur des choses que vous avez pu déjà, sur lesquelles vous avez déjà pu payer de l'impôt sur les revenus ou que vous avez déjà pu déduire de votre impôt sur les revenus. Donc ça veut dire que demain, peut-être que vous vendez 100 et que vous avez mis 10 au début, mais votre 10 va peut-être se transformer en 70 ou 80. Et donc au lieu d'avoir une plus-value de 90, vous aurez une plus-value de 20 ou 30. Je ne sais pas si j'ai réussi à schématiser le système. Non, je vois monsieur qui hausse un sourcil dubitatif. Non, ça vous parle. De toute façon, après, on laisse faire un conseiller. Alors oui, vous laissez faire effectivement la personne qui vend, mais c'est pour vous dire qu'il y a un schéma, il y a un schéma particulier de calcul de la plus-value qu'il faut prendre en compte. Et ça, alors, vous pourrez tester avec votre conseiller. Vous lui parlez de la jurisprudence Kemener et vous voyez quelle tête il fait. Parce qu'en général, il y en a assez peu qui la connaissent. Alors, je ne sais pas si Élodie va... Ouais. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a assez peu de conseillers, souvent, qui les font. Utiliser, les gens ne pensent pas forcément, c'est vrai qu'ils pensent facilement au... En fait, c'est une possibilité de faire baisser le... Alors, c'est... Hors cas de retraite, peut-être. Alors, c'est dans tous les cas de vente, en fait. Ça dépend. Bah ça, en fait, ce mécanisme de correction du prix d'acquisition, il s'applique dans tous les cas. C'est même pas une option, c'est censé être obligatoire. Alors si demain vous ne l'appliquez pas, l'administration fiscale va jamais venir vous rattraper en vous disant vous avez payé trop. Hein. Non, elle veut dire bon, vous avez voulu payer plus, moi ça me dérange pas, faites. En même temps, l'administration fiscale, je pense qu'elle n'est pas assez calée aujourd'hui, si je peux mettre la parenthèse, sur
toute la partie agricole, ils ne connaissent pas grand-chose. Alors ça va dépendre en fait des régions, mais effectivement en général les administrations fiscales sont assez peu, elles sont plus effectivement calibrées pour du contrôle d'entreprises commerciales, d'entreprises industrielles, le contrôle des entreprises agricoles un petit peu moins, mais comme le monde agricole, enfin du moins la fiscalité agricole a tendance depuis quelques années à se caler en fait sur la fiscalité commerciale. Finalement, en fait, on rejoint les mêmes systèmes, donc c'est pour ça l'administration fiscale connaît. Après, même l'administration fiscale, le Kemener ne maîtrise pas. J'ai déjà eu plusieurs fois des dossiers de contrôle fiscaux où, en fait, l'administration fiscale, tout simplement, elle ne m'avait pas appliqué le Kemener. C'est moi qui ai fallu rechercher l'ensemble des bénéfices pour venir l'appliquer derrière, parce que l'administration ne maîtrise pas non plus. C'est quand la règle de la jurisprudence Kemener? Ah, vous me posez une colle, là. C'est récent, on les 3 ans, c'est... Ah non, Kemener, c'est très vieux comme jurisprudence. Alors, en fait, là, il y en a eu deux. Il y a Kemener et Baradé. Mais ça dit la même chose, mais voilà. Les questions de cession, de vente de l'entreprise agricole, ce qu'on connaît en fait plus généralement, c'est en fait l'ensemble des mécanismes d'exonération qui existent, puisqu'il y a un certain nombre de mécanismes d'exonération. Donc il y a le 151 septies, le 151 septies A, septies B et 238 quindécies. Ça, c'est leur petit nom barbare dans le Code général des impôts, mais en gros, vous les connaissez tous. Le 238 quindécies, c'est quoi? C'est demain, vous vendez votre exploitation et vous la vendez pour un montant total de moins de 500 000 euros. Dans ces cas-là, vous avez une exonération totale d'impôt sur les revenus et de CSG-CRDS. Si vous la vendez entre 500 000 et 1 million d'euros, vous avez une exonération qui est en fait dégressive. Plus vous vous approchez de 1 million d'euros, moins l'exonération est importante. Donc pour ça, en fait, on retrouve toujours les mêmes conditions. Il faut une exploitation qui ait au moins 5 ans, que ça soit une activité agricole. Il faut que ça soit que ça obéisse au régime des PME, aux critères des PME. Enfin voilà, on retrouve à peu près toujours les mêmes conditions. On a le 151 septies, que vous connaissez aussi, c'est en fonction du chiffre d'affaires, puisque également, si vous vendez des actifs et que votre exploitation est en deçà d'un certain montant de chiffre d'affaires, dans ces cas-là, vous avez droit, pareil, à une exonération d'impôt sur les revenus et de CSG-CRDS. On a le 151 septies A, qui est spécifiquement pour le départ en retraite. C'est-à-dire que demain, vous vendez votre exploitation, notamment vous êtes en individuel, vous vendez l'exploitation, dans les 2 ans, vous partez à la retraite, vous avez droit à une exonération d'impôt sur les revenus seulement, pas de CSG-CRDS. Donc ça, c'est les 3 mécanismes principaux. Alors après, on a le 151 septies B, qui là, pour le coup, c'est particulier, puisque ça ne s'applique que sur les plus-values sur l'immobilier. Mais ça, c'est les 3 mécanismes: départ en retraite, chiffre d'affaires, valeur de ce que vous vendez, qui s'appliquent en fait le plus classiquement lors des transmissions, lors des ventes des exploitations agricoles. L'autre point, c'est la transmission dite à titre gratuit. Donc, alors, juste un petit aparté quand même, on peut mixer les deux. C'est-à-dire qu'on peut à la fois faire du gratuit et du à titre onéreux. C'est-à-dire faire à la fois une donation d'une partie et une vente d'une autre partie. Vous dites ? Vous répondez déjà à une de mes questions. Voilà. C'est tout à fait possible de mixer les deux, parce qu'effectivement, ça peut se concevoir que vous ayez envie de transmettre votre exploitation à vos enfants, par exemple, en disant, bah voilà, je te laisse la suite, mais aussi, le réflexe peut être de dire, écoute, j'ai charbonné pendant X années pour faire vivre l'exploitation, pour en tirer des résultats, etc.
j'ai bien envie de partir avec quand même un petit billet derrière. Bon, ça s'entend. Donc on peut effectivement mixer l'ensemble des stratégies. Donc là, j'ai choisi de les voir l'une après l'autre, mais bien entendu, on peut faire l'un et l'autre. Et donc, qui dit transmission de l'entreprise et de l'exploitation, dit donation en général. On va mettre de côté la partie succession, c'est ce qu'on appelle la transmission subie, et je vous souhaite pas de décéder, ou plus tard possible. Et donc, la question, c'est de dire, bon ben voilà, demain, je fais une donation de l'exploitation, comment je vais être mangé par l'État ? Enfin, plutôt, c'est comment mes enfants, si vous transmettez, vont être mangés par l'État, parce que le principe, c'est que ce sont les enfants qui reçoivent, donc ce sont les enfants qui payent. Dans les faits, on sait très bien qu'en général, quand les parents donnent, les parents payent aussi. Mais ça, c'est pas un problème. Un outil d'optimisation, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, le pacte Dutreil. Vous connaissez ou pas ? J'ai entendu, mais... Alors, le pacte Dutreil, c'est quoi ? Finalement, c'est... Pardon ? C'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau que l'administration fiscale n'aime pas du tout. En gros, ça vous permet d'avoir, lorsque vous transmettez une exploitation agricole, une exonération sur 75% de la valeur de ce que vous transmettez. Alors, bien entendu, qui dit exonération de 75% dit je mets des conditions en face. Parce qu'il ne s'agit pas de vous octroyer un avantage comme ça sans condition. Donc, quand même, le pacte Dutreil, il est quand même super avantageux puisqu'il n'a aucune limite de montant. Donc, c'est, j'ai envie de dire, que ça vaille 4 millions, 10 millions ou 20 millions, l'exonération, c'est 75% de la valeur de ce qu'on transmet, sans plafond. Ça se cumule avec le démembrement de propriété. Donc, vous pouvez faire une donation en démembrement, donc vous donnez la nue propriété, vous vous réservez l'usufruit, et en plus vous mettez 75% d'abattement sur ce que vous transmettez. Ça se cumule, bien entendu, avec l'abattement classique de 100 000 € par parent, par enfant. Donc on peut faire le grand chelem, et même lorsque l'on transmet, alors pour ça il faut une transmission en pleine propriété, mais ça se cumule avec une réduction de droits de 50% et un paiement différé fractionné des droits. C'est-à-dire que demain, vous voulez transmettre avec un pacte Dutreil une exploitation, disons qu'il reste, après application du pacte Dutreil, j'en sais rien, 20 000 € de droits à payer. On peut appliquer une réduction de 50%, donc il n'y a plus que 10 000 à payer, et on peut même faire un différé fractionné des droits, c'est-à-dire on dit les 10 000 €, je peux les payer sur 5 ans. Donc c'est quand même super avantageux. Le pacte Dutreil, il peut se faire à la fois sur une exploitation en individuel, comme une exploitation qui est exploitée sous la forme de société. Donc là-dessus, on n'est pas limité non plus. Concrètement, un pacte Dutreil, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que pour avoir un pacte Dutreil, il va falloir prendre des engagements. C'est un contrat que vous allez signer, que l'on va porter à la connaissance de l'administration fiscale, puisqu'on le fait enregistrer. Et en gros, on va d'abord faire ce qu'on appelle un engagement collectif de conservation. Donc, c'est un premier engagement où vous allez dire, voilà, pour une durée d'au moins 2 ans, je m'engage à conserver l'entreprise ou les titres. Et ensuite, au moment où vous allez faire la donation de l'entreprise ou des titres, ceux à qui vous allez transmettre vont devoir eux-mêmes s'engager pendant au moins 4 ans à conserver les biens que vous leur avez donnés. Plus, soit exercer des fonctions de direction si c'est une société, donc devenir gérant, devenir président si c'est une SAS. Si c'est une entreprise en individuel ou une société à l'impôt sur les revenus, ils vont devoir en fait s'engager à consacrer en fait leur activité principale dans l'exploitation.
Donc l'idée, c'est de faciliter la reprise de l'exploitation en disant, bah voilà, vous avez 75% d'abattement. Par contre, en contrepartie, il va falloir conserver donc pendant au moins 6 ans ce que vous allez transmettre. Et en plus, il va falloir travailler à titre principal dans l'exploitation. Donc, effectivement, il y a des avantages, mais il y a aussi quelques contraintes, puisqu'il faut quand même veiller au respect des obligations pendant toute la durée du pacte. Sinon, là, vous vous en doutez, l'administration arrive et vous dit vous me remboursez les 75% que je vous avais gracieusement offert. Bon. Et bien entendu, elle vous met des majorations et des pénalités de retard, parce que sinon, c'est moins drôle. Ça ne marche que pour enfants, pardon. Ça marche pour tout, en fait. Le pacte Dutreil, ça peut, si vous avez envie de donner à votre salarié, vous mettez un pacte Dutreil et ça marche. Ça marche avec les neveux, avec les nièces, avec les beaux-fils, les belles-filles. C'est juste que derrière, en fait, si vous transmettez à vos enfants, s'il reste des droits à payer après l'abattement de Dutreil, vous avez l'abattement en ligne directe, 100 000 € par parent par enfant. Et s'il reste encore quelque chose à payer, vous avez le barème des droits de donation qui est quand même un peu plus souple, entre guillemets, entre parents et enfants, puisqu'en général, on est taxé à 20%. Alors que si, par exemple, vous donnez à votre neveu ou à votre nièce, déjà, l'abattement, il n'est plus le même puisqu'il est que de 15 000 € et non 100 000 €. Et après, tout de suite, on est à 30-40% de droits. Donc, c'est à calculer. Neveu, on arrive rapidement à 55. 55% de droits de donation. Le pacte Dutreil, donc, je vous le disais, on peut le mettre sur une entreprise individuelle. Donc, si demain, vous n'avez pas de société, mais vous avez une exploitation en individuel, c'est possible de le faire sur cette entreprise individuelle. Donc, pour ça, il faut, dans le pacte Dutreil, s'engager à conserver l'ensemble des éléments de l'entreprise individuelle et poursuivre l'exploitation de l'entreprise individuelle pendant les 3 ans qui suivent la transmission. L'engagement, il porte sur l'ensemble des biens transmis, mais bien entendu, si demain, j'en sais rien, vous avez un tracteur, par exemple, qui tombe en panne, qu'il faut changer, qui est obsolète, etc., bien entendu, vous avez le droit de le remplacer. Ça ne veut pas dire que vous allez tout de suite faire tomber votre engagement s'il y a un des biens qui, tout de suite, tombe en panne ou même vous avez besoin de faire une cession isolée d'un élément d'actif. Quand on dit cession isolée d'un élément d'actif, c'est, par exemple, vous cédez une machine, vous avez le droit. Par contre, si vous commencez à céder toutes les machines, plus tous les stocks, etc., là, l'administration va vous dire « Je considère que vous avez vidé l'entreprise de sa substance, de son activité, et donc je vous reprends le Dutreil. » Une stratégie mixte qui peut exister, c'est ce qu'on appelle la donation avant cession. Vous pouvez éventuellement vous dire « j'ai envie de vendre, mais j'ai aussi envie d'écraser ma plus-value, première chose, et de faire en sorte que mes enfants ils bénéficient en argent de la cession de mon exploitation. » Donc, dans ces cas-là, on peut faire une donation avant cession, soit en pleine propriété, soit en nue propriété. Dans ces cas-là, l'écrasement de la plus-value, il ne va être que pour partie, puisqu'on va transmettre qu'une partie du droit de propriété. Donc on a un calcul un peu particulier dans ces cas-là à faire pour calculer la plus-value. Mais l'idée, c'est de dire, je donne à mes enfants, alors ça s'applique en général plutôt sur les titres, vous donnez des titres à vos enfants, et ensuite, les enfants vendent les titres. Ça permet d'écraser pour eux la plus-value, puisque eux, ils vont vendre à la valeur de donation. Vous leur donnez les titres pour 1000, eux, ils vont les revendre pour 1000 à la partie qui rachète. Donc, ils n'auront pas de plus-value et ils auront reçu de l'argent. Ça peut aussi être un moyen
de transmettre, par exemple, en contrepartie en argent, à des enfants, par exemple, qui ne seraient pas repreneurs d'une exploitation. Vous en avez un qui est repreneur, l'autre qui n'est pas dans le monde agricole, qui n'a pas envie de reprendre. Vous pouvez transmettre une partie de vos titres à l'un des enfants, celui qui est repreneur, directement, et l'autre, éventuellement, vous lui transmettez une autre partie de vos titres qu'il revend à l'autre enfant. Donc ça permet d'avoir la contrepartie en argent. Donc il a été, entre guillemets, désintéressé, il a reçu aussi quelque chose, et vous avez opéré votre transmission. Tu auras simplement si pas du travail avec la soute. Alors, en général, oui, ça, on voit plutôt Pacte du Treil avec la soute, mais c'est une stratégie qui se fait aussi, ça. Alors, Pacte du Treil avec soult, oui, c'est vrai que dans le monde agricole, on le voit assez souvent. Quelques mesures, loi de finances 2025. Alors, plus trop d'actualité malheureusement, mais je vous ai parlé du 151 septies, c'est la fameuse exonération lorsque vous vendez votre exploitation, par exemple, et que votre exploitation fait un certain montant fait en deçà d'un certain montant de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, pour qu'il y ait, alors toute autre condition devant être remplie, mais pour le seuil de chiffre d'affaires, il est fixé à 450 000 €. La loi de finances avait prévu de remonter ce seuil à 550 000 €. Donc pour les exploitations qui font un chiffre d'affaires, alors qui est apprécié sur les 2 derniers exercices, de moins de 550 000 €, on a une exonération totale de l'impôt sur les revenus et de la CSG-CRDS. Alors, la condition quand même, c'est qu'il fallait le céder au profit d'un jeune agriculteur attributaire des aides à la première installation. L'idée, c'est de favoriser la transmission aux jeunes. Bon. Également, dans le cadre effectivement du dispositif de départ à la retraite, l'idée, c'est je vous ai dit, le 151 septies A, vous cédez vos titres, vous avez 2 ans pour partir à la retraite une fois que vous avez cédé vos titres. La loi de finances disait, au lieu de 2 ans, on va mettre 72 mois. Donc, 72 mois, si mes calculs sont bons, ça fait 6 ans. Donc, 6 ans, ça veut dire que vous pouvez céder en 2025 et ne pas partir à la retraite avant 2031. Bien entendu. La première installation, c'est quoi, 50% des jeunes qui prennent? Ouais. Ça peut être la famille, ça peut être l'enfant. Oui. Alors, ça peut être les enfants, oui, ça peut être les enfants. Qui rentrent dans le cadre. Ouais, sous réserve qu'ils respectent les conditions, mais sinon, ouais. En fait, je vois pas trop l'enjeu là, 6 ans, parce que on a les clients, quand ils veulent céder, c'est automatiquement, c'est pouvoir s'arrêter et puis bien profiter, en tout cas, d'un autre moment de vie. Parce que sinon, ils vont encore payer 6 ans d'aimer ça. Et je vois pas dans quel cadre, même pourquoi c'était cette volonté, de ce sens, à donner de rallonger sur 6 ans. C'est une volonté, je pense, de favoriser parfois les accompagnements, en fait, derrière, dans la reprise. Ouais, c'est ça. De dire, voilà, je te transmets l'exploitation et je te laisse pas comme ça, hop, je pars de mon côté, c'est je transmets et je t'accompagne pendant X années, mais entre deux, je continue à travailler dans l'exploitation pour t'aider. Dans ça, ça faut profiter du Voilà. renouvellement de génération. Voilà. C'est pour faire avant toucher sa retraite. Ouais. C'est en prévision. Oui. C'est l'installation de transmission. C'est-à-dire longtemps. Les gens qui s'aident, ils ne peuvent plus payer des messages, donc à l'inverse, donc les décider de 31 août. Ouais, mais là, c'est dans le cas où il veut continuer à rester. Autre dispositif, l'abattement pour départ à la retraite. Je vous ai dit, lorsqu'on cède des titres d'une société à l'impôt sur les sociétés, on a un abattement fixe de 500 000 €. Et bien là, la loi de finances a dit, pour les entreprises agricoles, je le remonte à 600 000 €. Alors,
tout à l'heure, effectivement, Élodie disait que la fiscalité agricole a toujours eu, on va dire, un peu une place à part pour le gouvernement. Là, par exemple, le relèvement à 600 000 euros, c'est quelque chose qui serait vraiment spécifique à l'agricole. Pour toutes les autres entreprises, le commercial, l'industriel, etc., il reste à 500 000. Par contre, agricole, 600 000. Et en plus, on recalibre avec l'autre mécanisme du 151 septies A, on le passe aussi à 72 mois. Par contre, il faut aussi céder... alors là, non, même... Si, c'est aussi un jeune agriculteur. Ouais, c'est toujours la même chose. Et enfin, je vous ai dit, le 238 quindecies, vous avez une exonération totale si l'entreprise que vous vendez fait moins de 500 000 euros. Et bien là, on le rehausse à 700 000 euros. Et une exonération progressive entre 500 et 1 million. Et bien là, on va de 700 à 1,2 million. Donc ça permet quand même d'exonérer une grosse partie des transmissions d'exploitation. Alors, le fait est que, par contre, ça ne s'applique pas sur la transmission des terres. Là, on est vraiment sur la transmission de l'outil de production. Donc l'entreprise, c'est-à-dire le matériel, les stocks, etc. Par contre, les terres, on est sur toujours aujourd'hui le même mécanisme. Vous avez vous avez un mécanisme spécifique aussi d'abattement de 75% sur les droits de donation et de succession si vous transmettez des terres qui sont données à bail rural à long terme. Sauf que cet abattement, il est plafonné. Les 75%, ils vont que jusqu'à, alors de mémoire, c'est 300 000 euros, et au-delà, c'est 50% d'abattement. Sauf une exception, on peut aller jusqu'à 500 000 euros, à un plafond de 500 000 euros pour les 75%. Mais en gros, c'est plafonné. Donc ça veut dire que tous ces mécanismes-là, en général, ne s'appliquent pas donc à la transmission des terres. Par contre, la transmission des terres, elle peut être organisée dans le cadre d'un schéma, j'ai envie de dire, plus global, lorsque on crée des structures, donc sous forme de société, et que l'on a des terres qui sont affectées spécifiquement à l'exploitation agricole. Et donc les terres sont détenues par une structure qui est dans le groupe. Puisque dans ces cas-là, en fait, alors il y a un certain nombre de conditions à respecter, mais en fait, en transmettant le tout, on peut faire bénéficier le tout du pacte Dutreil, puisqu'on serait dans une stratégie d'animation du groupe. Donc on aurait une holding animatrice, et dans ces cas-là, en fait, les actifs immobiliers qui font partie de l'animation du groupe, c'est-à-dire que la holding détient directement ou indirectement et qu'elle met à disposition de l'exploitation agricole, peuvent rentrer dans l'animation et donc peuvent faire l'objet d'une transmission avec Dutreil. Et donc dans ces cas-là, ça permettrait d'avoir ma fameuse exonération de 75%, mais non plafonnée. Mais par contre, c'est une stratégie globale à mettre en place puisqu'il faut créer un véritable groupe de sociétés. Et qui dit stratégie d'animation, l'animation d'un groupe de sociétés et d'une structure holding, en général, ça prend déjà à minima 2 ans. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire en amont, au moins 2 ans en avance. J'espère que je ne vous ai pas trop démoralisé. Ah oui, j'avais oublié également, puisque je vous ai dit 500 000, il voudrait le rehausser également à 600 000 euros. Mais pour l'instant, c'est toujours 500 000. Des questions ? Je vous ai perdu sur la fiscalité. Non, mais de toute façon, ce qui résume, c'est qu'il faut s'y prendre, je le dis, au moins 5 ans d'avance. Si on veut résumer, effectivement, vous faites votre DICA. Et une fois que vous avez fait votre DICA, eh ben, vous vous mettez en ordre de marche pour bénéficier des différentes mesures d'éventuelle optimisation fiscale, sachant que
vous le voyez en ce moment, hein, la fiscalité, c'est fluctuant, ça dépend des mesures de la loi de finances, etc. Et donc, une mesure qui existe à un instant T peut très bien ne plus exister l'année prochaine. Donc, typiquement, une mesure comme le pacte Dutreil, tous les ans, le gouvernement essaie de la faire sauter. Tous les ans, les députés réussissent à la remettre, donc ça passe. Mais tous les ans, soit ils essaient de la faire sauter, soit ils essaient de rétrécir en fait son champ de compétences le plus possible. Donc, j'ai envie de dire, si demain vous avez un projet de transmission, ce qui est important, c'est de prendre date. C'est-à-dire, un pacte Dutreil, c'est pas parce que vous le signez, par exemple, que vous êtes obligé de l'activer dans les 2 mois qui suivent. Vous pouvez le signer et attendre d'avoir une véritable concrétisation de votre projet pour transmettre. Mais tant qu'il est signé et enregistré à l'administration fiscale, l'administration le connaît, le gouvernement le connaît, et donc vous avez pris date parce que justement vous avez dit, je signe quelque chose en vertu d'une loi qui existait à cette époque-là. Et donc, si demain ou après-demain, ils disent le pacte Dutreil n'existe plus, ils ne peuvent pas vous dire votre pacte Dutreil, vous l'avez signé il y a 3 ans, mais c'est pas grave, hein, il disparaît, vous en bénéficiez plus. Ça marchera pas. Donc, l'important, c'est effectivement prenez date. Et n'hésitez pas effectivement à anticiper le plus possible, parce que il n'y a rien de pire, je pense, fiscalement, que de se dire, alors des fois on n'a pas le choix, malheureusement, mais si on a le choix, vaut mieux anticiper le plus possible et se mettre tout de suite en ordre de bataille pour avoir la transmission la plus sereine possible. Et derrière, alors on a parlé de transmission au sens où comment payer moins d'impôts, comment évaluer, etc. La transmission, ça se fait également pour moi sous l'angle de la protection aussi de l'exploitation. C'est-à-dire que demain, il peut vous arriver un accident, malheureusement, où vous êtes dans le coma, où vous n'êtes plus en capacité de montrer vos volontés. Vous avez la possibilité en amont de voir avec votre notaire ce qu'on appelle des mandats. Donc soit un mandat de protection future, soit un mandat post-mortem. C'est un papier que vous signez avec votre notaire et vous dites, pour le cas où je serais incapable ou alors malheureusement que je décède, je donne pouvoir à telle ou telle personne pour gérer l'exploitation le temps de retrouver un repreneur ou le temps que la succession se déboucle. Donc ça permet de donner ces pouvoirs-là à quelqu'un en avance pour que si demain, malheureusement, vous êtes dans le coma, il y a quelqu'un pour prendre les décisions. Prendre la décision de vendre tel ou tel stock, prendre la décision d'acheter telle ou telle machine, etc. Donc ça peut être utile aussi à faire en prévision et par anticipation.